Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. S'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Le programme était intitulé Se positionner sur le marché du travail et il a attiré des centaines de jeunes diplômés, de demandeurs d'emploi et de jeunes entrepreneurs. Caroline, une jeune femme de 27 ans posée et à la voix douce, à la peau foncée, aux tresses naturelles relevées en un chignon soigné, et vêtue d'une simple blouse en ankara qu'elle avait elle-même conçue, serrait fermement son bloc-notes. Son sens de la mode n'était pas seulement élégant, il en disait long sur son identité, créative, ancrée et intentionnelle. Née et élevée à Surulré, Caroline avait appris la résilience très tôt. Après avoir perdu sa mère d'un cancer du col de l'utérus à 17 ans et sans le soutien de son père dont elle était séparée, elle a compté sur les compétences en couture qu'elle tenait de sa mère pour survivre. Elle rêvait de posséder une marque de mode qui rivaliserait avec les plus grands noms du Nigeria. Mais pour l'instant, elle se contentait de faire des courses pour l'atelier de couture de Madame Buki tout en participant à des formations gratuites comme celle-ci. 2 sièges plus loin était assis Vincent James, agité et visiblement distrait. À 29 ans, Vincent était diplômé major de sa promotion de la faculté de droit de l'Université du Bénin, mais il était toujours sans emploi 3 ans plus tard. Élevé dans un petit appartement à Ageguin par sa mère veuve qui vendait des provisions au bord de la route, Vincent avait toujours considéré l'éducation comme son billet pour sortir de la pauvreté. Mais la réalité l'avait durement frappé. Depuis son admission au barreau, il avait frappé aux portes d'innombrables cabinets sans aucune offre en vue. Ce jour-là, il s'était traîné à contre-cœur au séminaire, encouragé par son meilleur ami de lit, espérant que quelque chose, n'importe quoi, finirait par arriver. Vêtu de son seul et unique blazer et d'une cravate empruntée, il avait l'air distingué mais se sentait invisible dans la foule. Quand les panélistes ont commencé, Vincent prêtait à peine attention jusqu'à ce qu'un conférencier invité dise quelque chose qui a tout changé. Le succès ne dépend pas seulement de qui vous connaissez. Il s'agit de savoir qui se souvient de votre valeur quand l'occasion se présente. Pendant une brève entr'acte, un remaniement des places a amené Caroline et Vincent côte à côte. Il avait laissé tomber son stylo et elle l'a ramassé, le lui tendant avec un sourire chaleureux. Ce simple échange a déclenché une conversation légère, d'abord sur le séminaire, puis sur leurs rêves respectifs. Caroline a partagé sa passion pour la mode éthique et son désir d'autonomiser les femmes à travers le style. Vincent, intrigué par sa force tranquille, s'est surpris à parler de ses frustrations et de son rêve de devenir la voix des sans-voix dans les salles d'audience. Ils ont parlé pendant plus de 20 minutes, sans remarquer que la foule revenait pour la session suivante. Il n'y avait pas de flirt, juste un échange honnête entre deux inconnus réunis par les difficultés et la soif de changement. Alors qu'ils se séparaient à la fin du séminaire, Vincent a hésité, puis a demandé timidement « Puis-je vous appeler un de ces jours ?» Caroline a hoché la tête sans hésitation. Aucun d'eux ne le savait encore, mais ce moment a marqué le début d'une histoire que ni le succès ni la trahison ne pourraient effacer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le séminaire au Eco Convention Center, pourtant Vincent James se surprenait à rejouer ce moment aux côtés de Caroline Hendricks plus de fois qu'il ne pouvait les compter. Sa voix résonnait dans son esprit, douce, délibérée et remplie d'une sorte d'espoir qui le faisait se sentir moins comme un échec et plus comme un homme en devenir. Leurs conversations téléphoniques sont devenues une routine, de courtes discussions sur la journée, des blagues au hasard sur le trafic de Lagos, et de longs moments de silence partagé qui en disaient plus que les mots. Caroline n'a jamais jugé son chômage. Au lieu de cela, elle lui posait des questions qui le mettaient au défi de réfléchir. Elle voyait en lui quelque chose que même lui avait commencé à oublier. Un jeudi soir pluvieux, alors qu'ils étaient assis sous le parasol délavé d'un Buka, petit restaurant de rue, après un atelier à Surulré, Vincent s'est enfin ouvert complètement. « J'ai réussi l'examen du barreau », dit-il en remuant lentement son riz. « Mais je n'avais pas les moyens de payer la certification finale pour m'inscrire au registre des avocats. C'est pourquoi personne ne veut m'embaucher. » Caroline le regarda fixement, absorbant chaque mot, son cœur prenant déjà une décision. Cette nuit-là, elle rentra chez elle, dans son studio d'une pièce au-dessus de l'atelier de couture de Madame Buki. L'électricité était coupée, et le bourdonnement d'un générateur voisin remplissait l'air humide. Caroline s'assit sur le bord de son lit, fixant une boîte à biscuits rouillés qui lui servait de banque personnelle depuis des années. À l'intérieur, il y avait 187 000 yens, toutes ses économies. C'était destiné à son rêve.
enregistrer sa marque de mode, imprimer des étiquettes personnalisées, acheter du tissu en gros. Mais assise dans le noir, son cœur luttait avec une conviction tranquille. Vincent n'avait pas demandé d'argent. Il n'était pas comme les hommes qui se moquaient de son labeur ou faisaient semblant de s'intéresser. Il était motivé, humble et coincé, tout comme elle l'avait été autrefois. Sa décision n'était pas née d'une romance, mais d'une affinité. Elle voyait sa mère en lui, travailleuse et méritante, mais négligée. Le lendemain matin, avant que le doute ne puisse s'installer, Caroline a discrètement transféré 180 000 yens à Vincent avec un message. Pour ta certification. Va chercher ce que tu mérites. Vincent regarda son téléphone, incrédule. Il a arpenté sa chambre avec agitation pendant plus de 10 minutes, partagé entre la gratitude et la culpabilité. Aucune femme n'avait jamais cru en lui comme ça, même pas sa famille. Les mains tremblantes, il l'appela. « Caroline, je ne sais même pas quoi dire. » Elle gloussa doucement. « Alors ne dis rien. Promets-moi juste une chose, quand tu réussiras, n'oublie pas d'où tu viens. » Cette promesse deviendrait une fondation, gravée plus profondément que l'affection. Le sacrifice de Caroline n'était pas bruyant ou spectaculaire. C'était silencieux, intentionnel et précis, le genre qui change les destins. Et pour la première fois depuis des années, Vincent s'endormit avec un sourire aux lèvres, ignorant que son acte désintéressé venait de redéfinir le cours de leurs deux vies. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de transformation. Avec le sacrifice silencieux de Caroline encore frais dans son cœur, Vincent termina sa certification juridique avec mention et commença à postuler dans des cabinets avec une confiance renouvelée. La différence était notable. N'étant plus désespéré, il se présentait désormais aux entretiens avec détermination et clarté. Après de multiples rejets et de longues journées à errer sous le soleil dans son vieux costume, Vincent reçut enfin une lettre d'offre de Goldbridge et Company, un cabinet d'avocats de taille moyenne basé à Victoria Island. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un pied dans la porte, un commencement. Quand il a appelé Caroline pour lui annoncer la nouvelle, son cri de joie lui a percé le tympan. « Je le savais, dit-elle fièrement. Je savais que tu étais fait pour plus. » Ce soir-là, Vincent lui a rendu visite avec du gala et du malt, pas du champagne, mais ils ont célébré comme des rois. Ce n'était pas une question de nourriture. C'était la promesse d'un avenir qui se mettait enfin en marche. Tandis que Vincent s'adaptait aux heures exigeantes et à l'environnement guindé du droit des sociétés, Caroline nourrissait tranquillement sa propre vision. Ses économies étant épuisées, elle recommença à vendre des sacs fourre-tout et des masques en Ankara personnalisés sur Instagram, reconstruisant lentement sa clientèle. Encouragée par des ventes récurrentes et des clients fidèles, elle a obtenu une minuscule boutique d'angle au marché de Yaba, repeignant les murs fissurés en rose pastel et suspendant une enseigne faite à la main qui disait Caroline Stitz. Elle arrivait chaque jour avant le lever du soleil et repartait bien après le coucher du soleil, cousant, dessinant et souriant malgré la fatigue. Madame Bucky, fière de son ancien apprenti, passait souvent la voir avec des éloges et des restes de tissu. La boutique était petite, à peine assez grande pour étirer 2 rouleaux de tissu, mais c'était la sienne. L'indépendance nourrissait son esprit, et bientôt, sa petite entreprise commença à attirer l'attention des étudiants universitaires et des femmes de la classe ouvrière qui adoraient ses créations audacieuses mais élégantes. Alors que leurs carrières respectives commençaient à s'épanouir, quelque chose de tendre naissait également entre eux, quelque chose de non dit mais d'indéniable. Ce n'était pas précipité ou né de l'excitation. Cela s'était construit brique par brique, jour après jour. Un soir, Vincent a surpris Caroline dans sa boutique avec un certificat encadré de son cabinet, employé du mois. En dessous se trouvait une note manuscrite, « Grâce à toi ». Caroline ne répondit pas avec des mots. Elle le serra simplement fort dans ses bras et murmura, « Je suis fier de toi ». Quelques semaines plus tard, sous un manguier à côté de la boutique, avec une modeste bague en or et les mains tremblantes, Vincent lui a fait sa demande. Il n'y avait ni violon ni photographe tape à accent grave l'œil. Juste de l'honnêteté, une histoire partagée et un amour sincère. Caroline a dit oui, et en présence de leur famille, ils se sont mariés lors d'une simple cérémonie à l'église, se jurant de grandir ensemble quel que soit le temps. À ce moment-là, aucun d'eux n'aurait pu imaginer la tempête que la vie avait discrètement commencé à préparer. Au cours des 2 années qui ont suivi leur modeste mariage, Vincent et Caroline James sont devenus un couple admiré par beaucoup et envié par plus encore.
Le brio de Vincent en contentieux a rapidement attiré l'attention des associés principaux de Goldbridge et compagnie. Son comportement au tribunal, calme, méthodique et vif, lui a valu la réputation d'une tempête silencieuse. Tandis que d'autres jeunes avocats couraient après des victoires rapides, Vincent se consacrait à des affaires qui exigeaient patience et intégrité. Il a remporté un important litige foncier pour une société immobilière de premier plan, et cette victoire a consolidé son nom dans les cercles juridiques. Lorsque le cabinet a élargi son conseil d'administration, Vincent a été le plus jeune et le plus récent associé à être nommé, un accomplissement qui a rempli de fierté sa famille, en particulier sa mère à Ashgan, qui a pleuré au téléphone lorsqu'il lui a annoncé la nouvelle. « Tu as porté notre nom vers de meilleurs sommets », a-t-elle murmuré. Pendant ce temps, Caroline avait transformé sa petite boutique de Yaba en un centre de la mode pour les femmes nigérianes modernes. Avec une demande constante, elle a loué un espace plus grand à l'Equiphase 1 et a engagé 2 jeunes étudiantes en mode comme apprentis. Sa marque, Caroline Stitch, mêlait l'élégance afrocentrique à une structure minimaliste, offrant des créations qui s'adressaient aux femmes désireuses de se sentir à la fois puissantes et féminines. Sa présence sur les réseaux sociaux a explosé après qu'une actrice de Nollywood a porté une de ses tenues à une première de film. Les commandes ont commencé à affluer de Port Harcourt, Calabar et même du Ghana. C'est à ce moment-là qu'elle a su qu'il était temps de faire le grand saut. Avec l'aide d'une subvention gouvernementale pour la mode à laquelle elle avait discrètement postulé, Caroline a ouvert un nouveau showroom à Abuja. C'était un risque calculé, et elle a géré comme une femme d'affaires chevronnée, en embauchant un directeur local, en expédiant des stocks en gros, et en faisant des allers-retours entre Lagos et Abuja toutes les 2 semaines pour superviser les opérations. Malgré les exigences croissantes de leurs carrières respectives, Vincent et Caroline sont restés l'encre l'un de l'autre. Leur soirée était remplie de discussions au dîner sur les stratégies de cas et les croquis de design, de rire pour un riz brûlé, et de moments de calme épuisement où ils restaient simplement allongés côte à côte en silence. Ils ont acheté leur première maison à Chevron Drive, ont peint les murs ensemble et ont transformé la chambre d'amis en un bureau où ils travaillaient tous les 2 tard dans la nuit. De l'extérieur, ils ressemblaient à un couple parfait, l'ambition enveloppée d'humilité. Mais avec le succès est venue la distance, non pas dans l'amour, mais dans la disponibilité. Les réunions sont devenues plus longues, les voyages plus fréquents, et leurs emplois du temps ne se synchronisaient plus aussi parfaitement qu'avant. Pourtant, ils avaient tous les 2 confiance en la force de ce qu'ils avaient construit. Aux yeux de Caroline, Vincent était toujours son mari, son ami et son miracle. Et aux yeux de Vincent, Caroline était toujours la femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. Aucun d'eux n'a remarqué que la vie était sur le point de tester à quel point ses fondations étaient vraiment inébranlables. C'est au cours de la procédure judiciaire d'un litige successoral d'1 milliard de naira que Vincent James a rencontré pour la première fois Juliette Charles. Elle était entrée dans la salle du conseil de Goldbridge et compagnie comme si elle possédait l'immeuble, non seulement parce qu'elle était l'une des clientes les plus lucratives du cabinet, mais parce que la confiance émanait de chacun de ses pas. Juliette était l'unique héritière de l'héritage Charles, une famille connue à Abuja et à Lagos pour son empire hôtelier et son influence dans la haute société. Elle avait la trentaine, était grande, d'une beauté saisissante avec une riche peau chocolat, et toujours parée de vêtements de créateur de bon goût de la tête aux pieds. Tout en elle, sa posture, son parfum et son assurance parlaient de vieille fortune et d'élégance intouchable. Vincent avait déjà lu des articles sur elle, principalement dans des chroniques de style de vie, mais aucune des pages glacées ne rendait justice à l'aura qu'elle dégageait en personne. Juliette était habituée à ce que les hommes soient nerveux en sa présence, bafouillant ou en faisant trop pour l'impressionner. Mais Vincent était différent. Son attitude était respectueuse mais professionnelle, insensible à sa présence. Cela l'intriguait. Lors de leur première consultation, elle remarqua qu'il jetait à peine un coup d'œil à ses bijoux de créateur ou à son sac de luxe, se concentrant plutôt sur les aspects techniques de l'affaire. Il expliquait les failles juridiques et les stratégies de recouvrement d'actifs avec une aisance et une clarté qui l'impressionnèrent. « Vous ne parlez pas comme la plupart des avocats », dit-elle en pleine conversation, souriant avec une pointe d'amusement. Vincent répondit simplement, « On m'a appris à être précis, pas dramatique. » Juliette gloussa, son intérêt piqué. Elle demanda qu'il soit l'avocat principal de son affaire. Bien que le protocole dictât habituellement une rotation entre les associés,
L'influence de Juliette rendait sa préférence incontestable. Vincent fut assigné. Les semaines suivantes furent remplies de réunions fréquentes, certaines au bureau, d'autres dans des salons privés ou dans le penthouse de Juliette à Ikoyi. Au début, Vincent gardait les choses strictement formelles, mais il était impossible de ne pas remarquer le monde dans lequel Juliette évoluait. Elle avait accès à des personnes, des lieux et des privilèges qui semblaient d'un autre monde. Sa collection de voitures, ses contacts internationaux, et la façon dont elle semblait glisser à travers les cercles d'élite avec une coupe de champagne et sans aucune excuse le fascinaient. Ce n'était pas seulement la richesse, c'était le confort qu'elle y trouvait, la facilité avec laquelle elle gérait aussi bien les salles de conseil que les galas de bal. En tant que garçon ayant grandi dans un appartement d'une seule pièce avec des plafonds qui fuyaient, Vincent avait travaillé dur pour accéder à la richesse, mais Juliette y était née. Elle incarnait le style de vie qu'il commençait à peine à effleurer. Et bien qu'il ne s'en soit pas encore rendu compte, un changement subtil commençait à s'opérer. Pour la première fois de son mariage, Vincent se sentit attiré par quelqu'un d'autre, non pas par amour, mais par l'éclat séduisant d'un monde auquel il n'aurait jamais cru pouvoir appartenir. Cela a commencé par de petites choses, des dîners manqués, des rendez-vous reportés, des appels oubliés. Caroline, toujours compréhensive, supposait que les nouvelles responsabilités de Vincent étaient simplement les exigences d'une carrière en plein essor. Après tout, elle aussi était constamment en déplacement entre Lagos et Abuja, jonglant avec les clients, les fournisseurs et les plans d'expansion de Caroline Estates. Mais avec le temps, le schéma est devenu indéniable. Vincent ne demandait plus comment s'étaient passées ses réunions, ni ne commentait ses nouvelles collections ou les mises à jour de sa boutique. Ces soirées étaient remplies d'événements sociaux liés au cabinet, de cocktails avec des clients et de retraites de week-end avec des partenaires stratégiques. Caroline attendait pour trouver un espace vide à côté d'elle dans le lit, une trace de parfum persistante et des SMS d'excuses qui semblaient répéter. « Désolé, chérie, j'ai dû assister à un dîner de clients. On se parle demain matin. » Mais le matin venait et passait avec seulement le silence. Vincent avait commencé à graviter autour d'un nouveau cercle, rempli d'influenceurs, d'enfants de politiciens et d'entrepreneurs du style de vie qui parlaient en acronyme, voyageaient spontanément et ne comprenaient pas le sens du mot lutte. Par l'intermédiaire de Juliette Charles, il avait été introduit dans des clubs d'élite à Banana Island, des vernissages privés à Metama et des dîners de dégustation de vin où une seule bouteille coûtait plus que le loyer mensuel de la boutique de Caroline. Au début, il se contentait d'observer, reconnaissant d'être inclus. Mais lentement, il s'est adapté. Il a commencé à porter des costumes importés taillés en Italie, a troqué sa Corolla contre un Range Rover noir mat et a commencé à assister à des événements qui n'avaient rien à voir avec le droit. Ces conversations sont passées de la justice et du travail acharné à l'influence, l'héritage et le luxe. Et à chaque toast qu'il levait dans un autre penthouse de grande hauteur, il s'éloignait un peu plus de la femme qui avait autrefois payé pour sa certification. Caroline, ancrée et intuitive, sentit le changement mais resta calme. Elle ne l'a jamais confronté avec des accusations. Au lieu de cela, elle a essayé de renouer le contact comme elle savait le faire, par des actes de service. Elle préparait ses plats préférés quand il était à la maison, laissait des pense-bêtes d'encouragement sur son miroir, et l'a même surpris une fois à son bureau avec une mallette en cuir gravée de ses initiales. Mais Vincent réagissait à peine. Il était toujours distrait, regardant son téléphone, répondant aux messages urgents de Juliette, ou se préparant pour un autre dîner de réseautage. Quand Caroline a doucement demandé s'il pouvait prévoir un week-end pour se retrouver, il a balayé la question d'un « on trouvera le temps », chéri peu enthousiaste. Les choses sont juste folles en ce moment. Ce qu'aucun des n'admettait, c'est que le temps n'était plus le problème, c'était la priorité. Et dans le monde en évolution de Vincent, Caroline n'était plus au centre. Il ne le disait pas à voix haute, mais ses actions avaient commencé à murmurer ce que son cœur n'avait pas encore reconnu. Quelque part entre le pouvoir et le prestige, il n'était plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Juliette Charles n'a jamais été bruyante dans son influence, elle n'en avait pas besoin. Sa force résidait dans sa subtilité, dans la façon dont elle posait des questions qui s'insinuaient dans l'esprit comme des murmures et fleurissaient en doute. C'est lors d'une de leurs consultations juridiques tard le soir dans son penthouse aux Échos, les baies vitrées encadrant les lumières de la ville, qu'elle a commencé à tisser sa toile. Vincent était assis en face d'elle, examinant les conclusions finales d'une injonction immobilière, lorsque Juliette se pencha en arrière, faisant tournoyer un verre de vin dans sa main.
Tu sais, dit-elle doucement, tu n'es pas comme la plupart d'entre eux. Vincent leva les yeux, confus. Elle sourit. Les hommes qui se contentent, qui trouvent le réconfort dans la simplicité et ne se demandent jamais s'ils pourraient avoir plus. Tu n'appartiens pas aux ombres d'une petite vie, Vincent. Tu as été fait pour des espaces qui correspondent à ton génie. Les commentaires semblaient innocents, complimentaires même, mais ils ont persisté longtemps après qu'il ait quitté son appartement. Juliette, avec ses chaussures de créateur et son vin importé, se plaçait délibérément comme un miroir qui reflétait qu'il pourrait être s'il cessait de s'ancrer au passé. Au fil des semaines, elle a superposé ces mots habilement. « Pourquoi n'as-tu pas encore déménagé à Banana Island ?» demandait-elle. « Ton bureau mérite une meilleure adresse que Lekki, ne penses-tu pas? Oh, Caroline est douce, mais n'est-elle pas trop ancrée pour là où tu vas ?» Elle n'a jamais critiqué Caroline directement, utilisant simplement des comparaisons douces et des questions rhétoriques qui faisaient que Vincent remettait en question sa réalité. Lentement, le doute s'est insinué. Caroline était-elle vraiment encore son égale? Ou avait-il dépassé la femme qu'il avait autrefois soutenue quand il n'avait rien? Juliette était stratégique. Elle a invité Vincent à des événements de réseautage triés sur le volet où de jeunes PDG amenaient leurs femmes vêtues de haute couture et ruisselantes de diamants. Elle a présenté à des fonctionnaires qui offraient des contrats sous la table, à des magnats de l'immobilier avec des comptes offshore, et à des femmes qui riaient juste un peu trop longtemps à ses blagues. À travers tout cela, elle a joué son rôle à la perfection, non pas comme une séductrice, mais comme une visionnaire, une partenaire qui comprenait le monde auquel il était destiné. Le contraste est devenu plus net. Caroline, avec sa modeste boutique, ses robes longues jusqu'aux chevilles et sa dévotion aux joies simples, et Juliette, radieuse en soi, audacieuse dans son ambition et unapologétiquement élitiste. Vincent ne le voyait pas alors, mais il était en train d'être façonné, lentement, délibérément. Non par la luxure, mais par l'ego. Et plus Juliette dépeignait Caroline comme une relique d'un passé qu'il avait survécu, plus Vincent commençait à se demander si rester avec sa femme était de la loyauté ou une limitation. Caroline se tenait près du comptoir de la cuisine un vendredi soir, l'odeur du riz jollof à la noix de coco flottant dans l'air, sa table à manger soigneusement mise pour 2 attendants. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 20h47. Vincent n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message. Encore. Elle attrapa son téléphone, espérant voir un appel manqué ou un message expliquant le retard, mais l'écran resta vide. Soupirant, elle enleva son tablier, emballa soigneusement la nourriture dans des récipients hermétiques et retourna dans sa chambre silencieuse. Ce n'était pas la première fois qu'il était en retard, mais cette fois, cela semblait plus lourd, comme si l'espace entre eux n'était plus causé par les emplois du temps, mais par le silence. L'absence de Vincent devenait plus fréquente, mais c'était la distance émotionnelle qui l'inquiétait le plus. Il avait toujours été motivé, oui, mais il était aussi attentif, jusqu'à récemment. Les signes étaient subtils au début. Il ne lui demandait plus comment s'étaient passés ses essayages ou ne complimentait plus ses nouvelles créations. Quand elle est revenue d'Abuja après avoir décroché un contrat d'entreprise pour des uniformes, il avait à peine levé les yeux de son ordinateur portable, murmurant un distrait. « C'est bien. » La chaleur dans ses yeux s'était refroidie, remplacée par un détachement calme qu'elle ne pouvait nommer. Même leur dimanche matin, leur tradition sacrée de petit déjeuner et de musique gospel douce, avait été remplacée par lui sortant tôt pour des briefings d'urgence. Caroline a commencé à se réveiller dans des draps vides et à se coucher avec des questions sans réponse. La maison ne résonnait plus de rires partagés ou de plaisanteries enjouées. Elle était toujours belle, toujours bien entretenue, mais stérile, comme si seulement l'un d'eux essayait encore. Au début, elle s'est blâmée. Peut-être que j'ai été trop occupée par le travail. Peut-être qu'il se sent négligé. Elle a essayé de s'adapter, annulant des voyages d'affaires, fermant la boutique plus tôt, et même préparant des livraisons de déjeuner surprises à son bureau. Mais chaque effort était accueilli avec une appréciation polie plutôt qu'une joie sincère. Caroline a remarqué d'autres choses aussi. Sa garde-robe avait changé. Il portait maintenant des costumes importés, un parfum qu'elle ne reconnaissait pas, et son téléphone quittait rarement son côté. Il prenait des appels à voix basse, sortant toujours ou baissant la voix. Pourtant, elle ne disait rien. On lui avait appris à faire confiance à son mari, à le soutenir discrètement, à protéger le caractère sacré du mariage. Mais au fond d'elle, un murmure avait commencé,
silencieux mais insistant. Quelque chose ne va pas. Et bien que Caroline n'ait pas encore de preuves, son cœur plairait déjà une présence qui s'était évanouie bien avant que l'homme lui-même ne sorte de la maison. Vincent James n'avait jamais eu l'intention d'être infidèle, pas au début. Cela a commencé par des réunions prolongées, puis des verres après le travail, puis des conversations nocturnes qui semblaient trop personnelles pour être professionnelles. Juliet Charles around do less shows as facile. Elle n'a jamais exigé ni poussé. Elle a simplement laissé de l'espace, un espace que Caroline ne remplissait plus parce que Vincent l'avait discrètement exclu. La nuit où c'est arrivé, il n'y a pas eu d'éclair ni de musique dramatique. Juste une douce touche sur son épaule lors d'un examen de stratégie aux Pontous de Juliette et un moment tacite que ni l'un ni l'autre n'a arrêté. Un baiser en a entraîné plusieurs. Une nuit en est devenue plusieurs. Et bientôt, Vincent menait une double vie, mari de titre, mais engagé émotionnellement et physiquement ailleurs. Chaque semaine qui passait, Vincent devenait plus audacieux. Il a commencé à passer des week-ends entiers avec Juliette sous le prétexte de retraite d'entreprise. Il justifiait la trahison dans son esprit en diabolisant la femme qu'il avait autrefois reconstruite à partir de ses débris. Caroline a changé, a-t-il dit à Juliette un soir alors qu'il partageait une bouteille de vin rouge vieilli sur son balcon. Elle ne comprend pas cette version de moi. Elle se contente de la petitesse. Juliette ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle lui caressa doucement la main et murmura. C'est parce qu'elle n'a jamais vu l'homme que tu deviens. Mais moi, je le vois. C'est tout ce dont Vincent avait besoin. Il a raconté plus de mensonges. Il a dépeint Caroline comme conservatrice, peu solidaire, émotionnellement distante, fabriquant des histoires conçues pour absoudre sa culpabilité. Elle travaille tout le temps, disait-il. Elle ne remarque même pas quand je suis parti. Juliette le croyait, ou du moins faisait semblant. Elle utilisait ces histoires pour justifier sa présence dans sa vie. Tu mérites une femme qui grandit avec toi. Pas une qui te retient, disait-elle souvent, plantant des graines qui prenaient racine dans son ego fragile. Pendant ce temps, Caroline restait complètement inconsciente. Elle cuisinait toujours ses repas, priait pour lui avant ses voyages et pliait ses vêtements avec soin. Vincent vivait entre deux mondes, l'un construit sur la vérité, l'autre sur l'illusion. Et bien qu'il se soit convaincu qu'il était toujours en contrôle, chaque mensonge l'entraînait plus profondément dans une réalité qui n'avait plus de place pour la femme qui avait autrefois tout sacrifié pour bâtir son nom. Caroline a remarqué la légère trace de rouge à lèvres sur le col de la chemise de Vincent un mardi soir en faisant la lessive. Ce n'était pas la teinte qu'elle utilisait, la sienne était dans les tons nudes, celle-ci était karma. Elle a tenu le tissu entre ses doigts un instant de plus, le cœur calme, le souffle court, avant de le plier soigneusement et de le remettre dans sa garde-robe. Elle s'est dit que ce n'était probablement rien. Mais les signes ont commencé à s'accumuler. Le parfum de Vincent avait changé pour une marque étrangère musquée qu'il n'avait jamais portée auparavant. Son téléphone, autrefois laissé nonchalamment sur la table à manger, le suivait maintenant dans chaque pièce, même la salle de bain. Il riait plus au texto tard dans la nuit et semblait plus irrité quand elle posait des questions simples comme « Seras-tu à la maison pour le dîner ?» Le changement de ton, les regards distants, l'absence qui ne correspondait pas aux excuses, tout cela était des indices subtils dans un puzzle qu'elle n'avait pas demandé à résoudre. Pourtant, Caroline a choisi le silence. Non pas parce qu'elle était naïve, mais parce que la confrontation, à ce moment-là, briserait quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à plairer. Sa boutique se développait à un rythme remarquable, son showroom d'Abuja venait de signer un accord de collaboration avec une banque d'entreprise et les commandes affluaient de tout le Nigeria. Les clients admiraient sa résilience et l'authenticité de sa marque. Elle s'est plongée dans le travail, non pas pour s'échapper, mais pour se concentrer. Si son mari s'éloignait, se disait-elle, au moins ses rêves ne le feraient pas. Elle a étendu ses opérations pour inclure des tenues de mariée sur mesure, a embauché 2 nouvelles stagiaires et a lancé un atelier de week-end pour les jeunes femmes intéressées par le design de mode. Les applaudissements et la reconnaissance étaient apaisants, mais pas assez forts pour étouffer la douleur sourde qui accompagnait chaque chaise vide au dîner. Un après-midi, alors qu'elle entrait dans la chambre pour récupérer un document dans le tiroir de Vincent, Caroline a trouvé un reçu glissé sous une boîte de boutons de manchette, une facture d'un hôtel de luxe à Victoria Island, datée d'un jour où Vincent avait prétendu être à Port-Harcourt. Elle a regardé pendant un long moment, ses doigts tremblant légèrement, avant de le plier et de le remettre exactement comme elle l'avait trouvé.
Son cœur ne s'est pas emballé. Au lieu de cela, il s'est installé dans un silence plus profond. Elle pouvait le confronter maintenant. Elle en avait assez pour le questionner. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a fermé le tiroir, a ajusté sa blouse et est retournée dans le couloir avec grâce. Caroline avait fait un choix, non pas de déni, mais de timing. Quelle que soit la vérité qui l'attendait, elle l'affronterait selon ses propres termes. Pour l'instant, il y avait du travail à faire, des clients à satisfaire et un héritage à construire. Vincent s'éloignait peut-être, mais elle n'avait aucune intention de s'effondrer avec lui. Les murs du Penthouse de Juliette Charles scintillaient d'une élégance teintée d'or, mais la conversation qu'elle a menée ce soir-là était tout sauf désinvolte. Vincent était assis en face d'elle, sirotant un verre de whisky, sa cravate desserrée et son esprit embrumé. Juliette avait choisi le moment parfait pour frapper. Il était fatigué, agité et de plus en plus insatisfait de la double vie qu'il menait. Pendant des semaines, elle l'avait observé osciller comme un pendule entre l'obligation et l'ambition. Elle avait étudié ses vulnérabilités, la manière subtile dont ses yeux se détournaient quand il mentionnait Caroline, la frustration enfouie dans son ton quand il parlait de la maison. Elle savait qu'il était prêt. Il ne restait plus qu'à lui tendre le stylo et à lui murmurer ou signer. Cette nuit-là, elle ne l'a pas séduit. Au lieu de cela, elle s'est positionnée comme le catalyseur de sa prochaine évolution. « Vincent, commença-t-elle, sa voix calme, stable, persuasive. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens coincé? Tu es brillant, charismatique et bien entouré, mais tu joues encore dans des cercles inférieurs à ton niveau. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par inférieur ?» Elle se dirigea lentement vers la fenêtre, tirant de côté le rideau de soie pour révéler la silhouette scintillante de la gosse en contrebas. « Tu es encore lié à une femme qui ne comprend pas l'ampleur de ton avenir. Caroline est douce, mais soyons honnêtes, son monde est trop petit pour ce que tu es en train de devenir. » Il ne répondit pas. Elle continua. « Sais-tu pourquoi certaines portes ne se sont pas encore ouvertes pour toi? Parce que tu n'as pas encore pleinement réalisé ton potentiel, et une partie de cela consiste à couper les liens avec ce qui te pèse. » Vincent essaya de protester, mentionnant la loyauté de Caroline, ses sacrifices, mais Juliette fut implacable. « La loyauté ne suffit pas, dit-elle. Le pouvoir respecte le progrès, pas les sentiments. » Elle lui présenta l'avenir comme un tableau de visualisation. Des présentations à des investisseurs étrangers, des co-entreprises dans l'immobilier, des relations politiques auxquelles peu de gens avaient accès. Mais tout cela était assorti d'une condition. « Je ne peux pas continuer à me porter garante d'un homme qui est encore attaché à un passé qui ne le sert pas, » dit Juliette, maintenant assise près de lui, ses yeux fixés sur les siens. « J'ai besoin d'un partenaire qui me corresponde, publiquement, légalement, complètement. » Les mots pesaient lourdement dans l'air. Vincent déglutit difficilement, fixant l'anneau à son doigt qui symbolisait autrefois l'espoir et le sacrifice. À ce moment-là, l'idée du divorce, autrefois impensable, commença à lui paraître stratégique. Juliette n'eut pas besoin de pousser davantage. Elle avait déjà gagné. Alors que Vincent partait cette nuit-là, l'air frais lui frappa le visage, mais la chaleur de la loyauté qu'il ressentait autrefois pour Caroline avait déjà commencé à s'estomper sous le poids de promesses trop scintillantes pour être ignorées. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi matin, livrés par un coursier discret dans une enveloppe Kraft marquée privé. Caroline venait de rentrer d'une séance d'essayage avec un client de premier plan lorsqu'elle les a trouvés sur la table de l'entrée, la signature de Vincent déjà griffonnée à l'encre bleue au bas de la dernière page. Pas de mots, pas d'explication, juste des papiers. Elle est restée figée, ses yeux parcourant le langage impersonnel, différences irréconciliables, séparation à l'amiable, partage des biens. Sa poitrine se serra, mais elle ne pleura pas. Il n'y eut pas de confrontation, pas de scène de cris dramatiques. Caroline avait toujours su que le Vincent qu'elle avait épousé s'éloignait, et maintenant l'encre confirmait ce que le silence avait longtemps suggéré. Elle posa l'enveloppe avec précaution, se dirigea vers la cuisine et se versa un verre d'eau. Son monde ne s'effondrait pas, il était simplement en train de changer. Pour Vincent, le processus avait été plus facile que prévu. Avec l'influence de Juliette et l'accès à des avocats d'élite, les formalités se sont déroulées rapidement. Il n'a offert ni excuse ni explication, non pas parce qu'il ne ressentait pas de culpabilité, mais parce qu'il s'était convaincu que c'était un pas en avant. Il a cru Juliette quand elle a dit que le mariage avec Caroline était un carcan. Il a cru aux murmures qui lui disaient que le succès exigeait une réinvention,
même si cela signifiait effacer la femme même qui avait autrefois cousu ses rêves avec du fil et de la foi. Quelques jours après l'audience finale du tribunal, Vincent avait emménagé dans le manoir de Juliette à Banana Island. Elle l'accueillit à bras ouverts, le présentant à son réseau comme un partenaire visionnaire et louant son génie lors de dîners exclusifs où les rires résonnaient au-dessus des coupes de champagne et des alliances forgées. Pour lui, cela ressemblait à une arrivée. Juliette le combla d'un style de vie dont il n'avait fait que rêver, des jets privés pour des réunions au Ghana, des invitations à des tables rondes politiques d'élite, des costumes sur mesure venus de Milan. Son monde était poli, sans faille et rempli de gens qui laissaient tomber des noms comme de la monnaie. Vincent a commencé à se délecter de l'attention, n'étant plus un garçon d'âge égal, mais un homme d'influence. Il a changé ses routines, ses fréquentations, même son vocabulaire. Quand des amis de son passé appelaient, il les ignorait. Quand le nom de Caroline était mentionné, il offrait des réponses vagues et des transitions rapides. Pour lui, c'était une élévation. C'était ce qu'il méritait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que si Caroline avait été la graine qui a nourri ses racines, Juliette était un miroir, ne reflétant pas qui il était, mais qu'il voulait que le monde pense qu'il était devenu. Et parfois, les miroirs les plus chers déforment le plus la vérité. Caroline se tenait devant la grande baie vitrée de son nouvel appartement à Victoria Island, regardant le soleil matinal se déverser sur l'océan comme de l'or liquide. La décision de quitter Lekki n'avait pas été impulsive, elle était intentionnelle. Après avoir signé les papiers du divorce, elle s'était accordée une semaine pour faire son deuil, une semaine pour purifier son cœur de la trahison, puis elle s'est mise au travail. Elle a vendu leur maison conjugale, a fermé temporairement sa boutique de Yaba et a commencé à mettre toute son énergie dans l'expansion. Elle avait toujours rêvé de construire un empire de la mode qui serait plus qu'une simple marque. Ce serait une voie, une révolution. Et maintenant, sans distraction, elle avait enfin le feu et la concentration nécessaires pour y parvenir. Son déménagement à Victoria Island était à la fois symbolique et stratégique. Cela la plaçait au centre de l'élite de la mode, des affaires et de la diplomatie nigériane. Elle ne repartait pas de zéro, elle montait en gamme. Avec précision et grâce, Caroline a rebaptisé Caroline Stitch en Caroline Atelier, ouvrant une boutique phare dans un espace chic à la façade vitrée sur la rue Adeola Odeku. Ces nouvelles collections combinaient des tissus traditionnels avec des silhouettes modernes, chaque pièce racontant une histoire de force et d'élégance africaine. Les influenceurs, les stylistes et les célébrités ont commencé à affluer dans son studio pour des essayages. En quelques mois, ses créations ont été présentées sur les principaux podiums de Lagos, Johannesburg et Accra. Elle a lancé une ligne de luxe limitée appelée Résilience, inspirée de son parcours personnel. La ligne s'est vendue en 48 heures. Depuis son nouveau bureau, Caroline supervisait des équipes de production à Lagos, les relations clients à Abuja et une boutique en ligne mondiale qui expédiait des pièces au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Elle ne courait plus après les opportunités, elles attendaient désormais dans sa boîte de réception. Les gens ne voulaient pas seulement ses vêtements, ils voulaient l'entendre parler lors de conférences et de programmes de mentorat. Mais Caroline est restée ancrée. Elle a employé de jeunes femmes issues de communautés défavorisées, leur offrant non seulement des emplois, mais aussi des bourses d'études complètes en design et un accompagnement personnel. Elle a organisé des événements de week-end Sip and Stitch où les femmes pouvaient se connecter, partager et guérir. Et à travers tout cela, elle s'est comportée avec dignité, ne mentionnant jamais Vincent ou sa trahison. Elle n'en avait pas besoin. Son succès était sa propre vengeance silencieuse. Sa douleur s'était transformée en pouvoir, son chagrin en structure. À chaque coin de rue, les gens s'émerveillaient de son ascension. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que son éclat n'était pas nouveau, il avait toujours été là. Il a juste fallu que son ancien monde se brise pour qu'il puisse enfin briller. Caroline n'était plus la fille qui croyait autrefois que l'amour seul pouvait tout arranger. Elle était maintenant une marque, un mouvement, une magnate, et son histoire ne faisait que commencer. Vincent traversait Victoria Island à l'arrière du SUV blindé de Juliette lorsque la circulation a ralenti près d'une intersection populaire. Alors que son chauffeur était à l'arrêt, ses yeux erraient, à moitié ennuyés, à moitié parcourant son téléphone, jusqu'à ce que quelque chose de massif attire son attention. S'élevant au-dessus de l'agitation d'une rue d'Adeola Odeku, un élégant panneau d'affichage de 3 mètres de haut brillait dans la lumière de l'après-midi.
La publicité était élégante dans sa simplicité. Une femme à la peau foncée vêtue d'un hiro et booba royal vert et or, la tête haute, le regard audacieux. Les mots en dessous disaient « Conçu par Caroline Atelier, l'élégance réincarnée ». Le souffle de Vincent se coupa dans sa gorge. C'était Caroline. Pas seulement en vedette, mais en tant que marque. Exposée comme une reine, avec la présence et l'assurance d'une femme qui ne répondait plus à l'ombre de personne. Il se pencha en avant, fixant l'image comme si elle pouvait lui répondre. Le téléphone glissa de sa main. Juste à ce moment-là, une plus petite ligne de texte au bas du panneau d'affichage transforma sa confusion en incrédulité, créatrice officielle de son Excellence, la première dame du Nigeria. Les mots lui firent l'effet d'un coup de poing. Vincent cligna des yeux plusieurs fois, relisant, doutant de ce qu'il voyait. La première dame, Caroline créait maintenant pour la femme du président. La réalité le frappa comme une pierre. Il avait passé la dernière année à fréquenter des mondains, à trinquer avec des investisseurs et à prétendre qu'il était arrivé. Pourtant, la voilà, non plus l'épouse à la boutique modeste dont se moquait Juliette, mais un symbole national d'élégance. Vêtue d'assurance, couronnée de pertinence, commandant le respect sans jamais avoir besoin de faire ses preuves. Un silence soudain emplit la voiture. Il pouvait entendre son propre rythme cardiaque, fort et erratique, alors qu'il se penchait lentement en arrière. « Monsieur, tout va bien ?» demanda son chauffeur en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Vincent ne répondit pas. Ses pensées étaient un tourbillon. Il n'avait pas entendu le nom de Caroline depuis des mois, n'avait pas demandé, ne s'en était pas soucié. Il pensait qu'elle disparaîtrait, qu'elle retournerait à la petitesse pour laquelle il croyait autrefois qu'elle était faite. Mais maintenant, chaque mensonge qu'il avait raconté à Juliette à son sujet, la simplicité, le manque d'ambition, l'affirmation qu'elle ne comprenait pas son monde, se dénouait comme un fil. Caroline n'avait pas seulement tourné la page, elle s'était élevée. Et pire, elle l'avait fait sans fanfare ni vengeance. Pas de déclaration publique, pas d'interview dénigrante. Juste le succès. Un succès visible, indéniable, inébranlable. Et alors que Vincent était assis là, dans cette voiture teintée, vêtue de luxe mais vide à l'intérieur, il réalisa que la femme qu'il avait laissée derrière lui était discrètement devenue tout ce qu'il prétendait que Juliette pouvait offrir. Et il était trop tard pour revenir en arrière. La grande salle de bal de l'Éco-Monarch Hôtel scintillait de luxe, avec ses sols en marbre, ses lustres dorés et un orchestre remplissant l'air de douce musique classique. L'occasion était le gala Lagos Women in Power, un rassemblement annuel où politiciennes, épouses de dirigeants, PDG, créatrices et influenceuses se mêlaient sous un même toit pour célébrer l'influence et le style. Juliette Charles, vêtue d'une robe argentée scintillante importée de Paris, entra dans l'événement au bras de Vincent, dégageant son air habituel de supériorité. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les invités chuchotaient. Elle aimait l'attention et s'appropriait chaque instant. Elle était là à la fois comme invitée et comme sponsor, ayant récemment investi dans une start-up médiatique couvrant les événements sociaux de l'élite nigériane. Vincent restait près d'elle, silencieux, scrutant la salle comme s'il était encore troublé par le panneau d'affichage qu'il avait vu quelques jours plus tôt, mais Juliette ne remarqua rien. Au milieu de la soirée, alors que les verres de champagne s'entrechoquaient et que les discours résonnaient dans la salle, un léger murmure parcourut la foule. Une femme venait d'entrer. Elle n'était ni bruyante ni ostentatoire. Elle portait un hiro et booba fluide de couleur corail avec une touche moderne, taillé, structuré et imposant. Son gelé était noué avec précision, et ses bijoux, en or artisanal, parlaient de tradition avec opulence. Contrairement aux autres invités, elle ne portait pas de tissu importé ni de marque de créateur. Pourtant, tous les regards étaient attirés par elle. Même l'animateur s'est interrompu en plein milieu de sa phrase pour saluer son entrée. Juliette, observant de l'autre côté de la pièce, ricana. « Qui porte encore un hiro et booba à des événements comme celui-ci » murmura-t-elle à une amie, assez fort pour être entendue par les invités voisins. Honnêtement, c'est un gala de luxe, pas une cérémonie de baptême de village. Ces mots provoquèrent quelques rires superficiels, mais les rires s'éteignirent rapidement lorsque la femme en question se tourna légèrement et que la salle la reconnut. Caroline, confiante, radieuse, posée. Elle n'était pas seulement présente. Elle était conduite à la table VIP réservée à l'entourage de la première dame. Le sourire narquois de Juliette se figea.
Vincent resta paralysé. Il ne l'avait pas vue en personne depuis le divorce, et maintenant, la voilà, passant devant lui comme une reine. La femme même que Juliette avait méprisée quelques secondes auparavant n'était pas seulement pertinente. Elle était vénérée. Un silence se fit à la table de Juliette. Quelqu'un se pencha et murmura. C'est la créatrice derrière toute la garde-robe de la première dame. Caroline Atelier. C'est grâce à elle que ce gala a même une section mode ce soir. Juliette devint pâle, réalisant soudain que sa moquerie venait de se transformer en humiliation. Vincent pouvait à peine respirer. À cet instant, vêtus de soie et de diamants, entourés de richesses et de statues, ils réalisèrent tous les deux quelque chose de glaçant. Ils n'avaient pas progressé. Ils avaient sous-estimé. La salle de bal tomba dans un silence d'anticipation tandis que l'animatrice de la soirée tapotait le microphone. « Mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix résonnant au-dessus de la douce mélodie de piano en arrière-plan. Notre prochaine oratrice n'a pas besoin d'être présentée. Elle est l'esprit créatif derrière le renouveau moderne de l'élégance africaine. La femme responsable de l'élévation de la mode locale au statut international est la créatrice chargée de l'image publique de son excellence. Veuillez accueillir Caroline Hendricks James de Caroline Atelier. » La salle éclata en applaudissements. Vincent applaudit lentement, ses mains tremblant alors que Caroline se dirigeait avec assurance vers la scène dans son Hiro et Booba corail, imperturbable, inébranlable, intouchable. Juliette resta assise, figée, son verre de vin intact. Caroline se tenait derrière le pupitre, posée. Elle ne lisait pas de notes. Elle ne regardait pas un prompteur. Elle parlait simplement, chaque mot délibéré, sa voix calme et lourde de sens. « Il y a quelque chose de sacré dans la loyauté, » commença-t-elle. « Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas tendance. Ça n'organise pas de fête au champagne. Mais ça vous soutient quand le monde oublie votre nom. » Le public assis pencha. « J'ai été mariée à un homme avec qui je pensais grandir, » continua-t-elle, ses yeux balayant la foule, non avec amertume, mais avec clarté. Nous avons commencé avec rien. Nous avons bâti des rêves sur des sols en béton et sur la foi. Mais quelque part en chemin, le succès est devenu une raison d'oublier. Quelques invités échangèrent des regards. Vincent baissa légèrement la tête, la mâchoire serrée. « Je ne suis pas ici ce soir à cause de la célébrité, » dit Caroline. « Je suis ici parce que la trahison ne m'a pas brisée, elle m'a construite. Et je veux que chaque femme qui écoute sache que vous pouvez être oubliée, moquée, remplacée, et quand même vous relever. » Les applaudissements commencèrent à monter. Elle leva doucement la main, calmant la salle. « Cette tenue que je porte ce soir, ce n'est pas seulement du tissu. C'est un rappel que vos racines ne sont pas votre faiblesse, elles sont votre force. Et peu importe qui part, qui rit ou qui ment, votre valeur ne diminue pas. » Quand elle eut fini, la salle éclata. Les invités se levèrent. Les applaudissements tonnèrent dans la salle, roulant comme une vague de justification. Caroline sourit, non par fierté, mais par paix. Juliette resta assise, les yeux fixés sur la femme qu'elle avait autrefois méprisée. Vincent regarda en silence, entouré d'applaudissements qui n'étaient pas pour lui, dans une salle qui ne le voyait plus. À ce moment-là, il comprit. La femme même qu'il pensait avoir dépassée avait grandi au-delà de toutes les mesures qu'il utilisait autrefois pour définir le succès. Et sa voix, claire, forte et sans excuse, venait de devenir le son le plus inoubliable de la pièce. À peine 2 semaines après le gala, les gros titres ont explosé comme une traînée de poudre dans les quotidiens nationaux et sur les réseaux sociaux. Juliette Charles sous enquête de l'EFCC pour fraude d'entreprise. Des captures d'écrans de comptes bancaires gelés, de mets divulgués et de transactions offshore douteuses ont inondé Internet. Les présentateurs de journaux ont disséqué chaque mouvement financier qu'elle avait fait au cours de la dernière année. Juliette, la reine autrefois intouchable de la haute société, était maintenant le visage du scandale. Vincent regardait, incrédule, la télévision dans leur salon de Banana Island alors que les segments d'actualité en continu diffusaient les mêmes images. Juliette escortée hors de son bureau par des agents des crimes financiers, ses lunettes de créateur ne parvenant pas à la protéger du barrage de flash d'appareils photo. Cela semblait être de la fiction. Mais cette fois, il n'y avait pas de scénario pour le réécrire. L'enquête était approfondie et accablante. Juliette avait détourné plus de 800 millions de dollars de fonds d'investisseurs d'un projet immobilier qu'elle avait promu comme un développement révolutionnaire pour les élites de Lagos.
De multiples parties prenantes se sont manifestées, affirmant qu'on leur avait vendu des propriétés inexistantes pendant que Juliette détournait les fonds par le biais de sociétés écrans. Ce qui a le plus choqué Vincent, c'est de découvrir son nom inscrit sur plusieurs des conseils d'administration de ces sociétés, des sociétés auxquelles Juliette l'avait ajouté sans divulguer pleinement leur objectif. Au début, il pensait n'être qu'un conseiller passif. Mais maintenant, ses titres le rendaient complice. En quelques jours, son nom a commencé à faire la une pour toutes les mauvaises raisons. Un avocat devenu associé sous enquête dans l'affaire de fraude de Juliette Charles. Son cabinet a publié une déclaration publique se distanciant de lui. Les clients ont commencé à appeler pour retirer leur dossier. Les contrats ont été suspendus. Et c'est ainsi que l'empire qu'il pensait avoir construit a commencé à s'effondrer. Les appels que Vincent passait à Juliette restaient sans réponse. Le manoir qui accueillait autrefois des dignitaires et des galas après les fêtes était maintenant étrangement silencieux, gardé par du ruban de police et des hommes en uniforme aux expressions sévères. Juliette s'était cachée, laissant Vincent affronter les conséquences. Des journalistes campaient devant les portes du domaine, le mitraillant de flash et lui criant des questions alors qu'il tentait de sortir. Saviez-vous ce que faisait Juliette? Faites-vous partie du système de blanchiment? Est-il vrai que votre cabinet a coupé les ponts avec vous? Vincent n'avait pas de réponse, juste un nœud qui se serrait dans sa poitrine et la prise de conscience croissante que la femme sur laquelle il avait tout misé l'avait entraîné dans les profondeurs de la ruine. Dans sa quête d'une amélioration, il n'avait pas seulement perdu sa femme, il avait mis en jeu son nom. Vincent se tenait devant les portes de Goldbridge & Co. Le même cabinet qu'il avait autrefois célébré avec des plaques et des poignées de main, tenant une enveloppe qui semblait plus lourde que son contenu. La lettre à l'intérieur était brève. Cessation de partenariat, avec effet immédiat. Elle citait un préjudice à la réputation et un conflit d'intérêts découlant du scandale Juliette Charles. Pas de place pour l'explication. Pas de place pour la rédemption. Il ne discuta pas. Il n'y avait plus personne pour l'écouter. Son accès au bureau avait déjà été révoqué, son nom retiré du tableau des associés près de l'ascenseur. En s'éloignant du bâtiment qu'il considérait autrefois comme sa deuxième maison, il réalisa que la chute n'avait pas été soudaine. Elle avait été progressive, déguisée en élévation. Le luxe, les relations, l'exclusivité, tout n'était que de la fumée. Et maintenant qu'elle s'était dissipée, tout ce qui restait était un homme avec un nom terni au-delà de toute réparation. À la fin du mois, ses comptes ont été gelés à mesure que les enquêtes s'approfondissaient. Il n'avait plus accès à ses fonds. Les actifs de Juliette avaient été saisis, et comme plusieurs d'entre eux étaient en commun dans le cadre de leur partenariat commercial, il était pris dans la toile. La maison de Banana Island? Disparu. La voiture? Saisie. Il a emménagé dans un petit appartement de service à Lekki, le loyer couvert par le peu qu'il avait sur un compte d'épargne privée. Les appels ont cessé. Les amis ont disparu. Les invitations se sont taries. Les mêmes cercles qui trinquaient autrefois à son ascension passaient maintenant devant son nom avec malaise. Pire encore, les cabinets d'avocats ne voulaient pas de lui. Son nom était désormais synonyme de scandale, pas de stratégie. Dans les coins murmurants des salles d'audience et des salles de conférence, il était celui que Juliette avait entraîné dans sa chute. Ou pire, celui qui avait quitté sa femme et tout perdu. Pendant ce temps, Caroline prospérait. Son visage faisait la couverture des magazines de mode et des journaux d'affaires. Caroline Atelier venait de décrocher un contrat exclusif avec une alliance commerciale panafricaine pour concevoir des tenues de cérémonie pour les dignitaires en visite. Son équipe s'est agrandie pour atteindre 50 employés à Lagos et à Abuja. Elle a été invitée à animer une conférence de type TED sur l'entrepreneuriat et son histoire de résilience après la trahison, de reconstruction à partir des cendres, a captivé la nation. Le nom de Caroline était devenu un symbole de grâce sous pression. Elle n'a jamais parlé publiquement de son divorce ou de la chute de Vincent, mais le contraste entre leurs vies en disait long. Tandis que Vincent se démenait pour trouver un conseiller juridique et sauver les restes de sa dignité, Caroline habillait des présidents, encadrait des créateurs et siégeait à des comités consultatifs. Et bien qu'elle ne se soit jamais vantée, sa simple présence dans chaque gros titre était un rappel de la leçon que la vie avait gravée sur le chemin de Vincent. Un succès enraciné dans la loyauté survit toujours aux raccourcis masqués par le luxe. Le sommet du leadership d'affaires Zénith était l'un des rassemblements d'entreprises les plus attendus de l'année, attirant des PDG, des décideurs politiques et des entrepreneurs en plein essor de tout le Nigeria et d'ailleurs.
Tenu au Eco Convention Center, c'était un événement où les réputations se faisaient et se célébraient. Caroline Hendricks James, désormais l'une des magnats de la mode les plus vénérées du continent, avait été invitée comme conférencière principale. Son panel était intitulé « Se réinventer après avoir touché le fond, transformer la douleur en pouvoir ». La salle était comble, les appareils photo crépitaient alors qu'elle montait sur scène dans une combinaison pantalon bleu marine simple mais majestueuse, sa couronne tressée enveloppée dans un foulard doré qui scintillait sous les lumières de la scène. Le public applaudit alors qu'elle prenait le micro, calme et posée, sa réputation brillant plus fort que n'importe quel projecteur. À l'insu de Caroline, Vincent se trouvait quelque part dans le public, non invité, inaperçu. Il s'était faufilé avec un vieux badge de conférence, vêtu d'un costume usé qui criait autrefois le pouvoir mais murmurait maintenant la survie. Ses chaussures étaient poussiéreuses, son col effiloché. Il n'était pas venu pour le réseautage ou l'inspiration. Il était venu parce que c'était le seul endroit où il pourrait la revoir. Alors qu'elle parlait de transformation, de construction d'un héritage à partir de la trahison, ses yeux s'embuèrent. Chaque mot qu'elle prononçait semblait lui être adressé, bien qu'elle n'ait jamais reconnu sa présence. Après la session, les invités se sont rassemblés autour d'elle pour des autographes et des photos. La sécurité a tenté de disperser la foule, mais Vincent s'est avancé, serrant une lettre pliée dans sa main. « S'il vous plaît. J'ai juste besoin d'une minute, » murmura-t-il, sa voix se brisant. Elle leva les yeux et pour la première fois en près de 2 ans, leurs regards se croisèrent. Le visage de Caroline ne trahit aucune émotion. Pas de colère, pas de choc, juste de l'immobilité. Vincent tomba à genoux devant elle, inconscient des murmures et des flashs des appareils photo. « Caroline, j'ai eu tort. J'étais aveugle. J'ai laissé partir de l'or en pensant que je poursuivais la gloire. Et maintenant, j'ai tout perdu. S'il te plaît, pardonne-moi. » Sa voix se brisa, la pièce tombant dans un silence gêné alors qu'un homme autrefois célébré suppliait devant une femme qu'il avait autrefois rejetée. Caroline le regarda tranquillement, sa voix stable quand elle parla enfin. « Vincent, le pardon n'est pas un problème. Je t'ai pardonné il y a longtemps, pour moi, pas pour toi. » Elle marqua une pause, son regard inflexible. « Mais certaines leçons sont destinées à être vécues, pas inversées. » Elle fit un signe de tête à sa sécurité, qui l'aida doucement à se relever. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna, digne, gracieuse, intouchable, laissant Vincent entouré de silence, tenant des excuses arrivées trop tard. Les semaines ont passé après le sommet, mais Vince ENT ne s'est jamais remis de la rencontre. Il se repassait sans cesse les mots de Caroline, non pas parce qu'ils étaient cruels, ils ne l'étaient pas, mais parce qu'ils étaient définitifs. Le pardon était venu, mais sans restauration. Elle avait fermé la porte avec grâce, non avec amertume. Et d'une certaine manière, cela rendait le silence plus assourdissant. Il s'asseyait souvent au bord de la lagune près de son modeste appartement d'une pièce à Aja, regardant l'eau onduler tranquillement, réfléchissant à la profondeur de sa chute et à la hauteur de son ascension. Le monde connaissait Caroline comme une magnate de la mode, mais Vincent la connaissait comme la femme qui avait un jour renoncé à ses économies pour qu'il puisse porter le costume même dans lequel il était assis maintenant, en lambeaux et démodé. L'ironie était cruelle, mais juste. Il avait pris sa force tranquille pour une limitation. Maintenant, il comprenait que c'était la force même qui l'avait propulsé. Caroline n'a jamais parlé publiquement de lui. Elle n'a jamais donné d'interview, n'a jamais fait de publication sur les réseaux sociaux faisant allusion à son passé, n'a jamais utilisé son nom pour la sympathie ou l'influence. Au lieu de cela, elle a étendu son empire en Afrique de l'Est, a lancé une fondation pour les jeunes filles dans la mode et a récemment été nominée pour le prix de la femme d'affaires de l'année en Afrique de l'Ouest. Elle a assisté à des événements de gala avec des dignitaires mondiaux, a collaboré avec la Première Dame sur une campagne nationale d'autonomisation des femmes et a lancé un mémoire intitulé Trident Grace, la grâce tissée. Vincent a revu son panneau d'affichage, cette fois à l'aéroport d'Abuja. Même assurance, même élégance, un éclat différent. Il n'y avait rien de vindicatif dans son parcours. Elle n'essayait pas de le blesser en tournant la page. Elle avait simplement découvert que survivre ne suffisait pas. Elle était née pour prospérer. De retour dans son appartement silencieux, Vincent gardait la lettre qu'il lui avait écrite pliée sur son bureau, non lue, inutile. Il ne l'a pas postée. Il n'y avait plus de supplication,
seulement de la réflexion. Il a accepté du travail juridique en freelance pour de petites entreprises, bien loin des salles de conseil qu'il dominait autrefois. Mais avec chaque dossier qu'il examinait, chaque affaire mal payée qu'il acceptait, il le faisait avec une humilité qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il a cessé de blâmer Juliette, le cabinet ou les circonstances. Le miroir s'était maintenant complètement retourné, et il se voyait clairement. Un homme qui pensait s'être amélioré, pour réaliser trop tard qu'il avait abandonné une femme qui était déjà devenue tout ce qu'il prétendait vouloir. Dans son succès, il voyait sa leçon, non seulement d'un amour perdu, mais d'un caractère révélé. Et cette leçon, gravée dans le temps, le suivrait pour le reste de sa vie. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? S'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.